scientifiques, toutes disciplines confondues, des acteurs territoriaux. Et là, les acteurs territoriaux, des élus. Alors, c'est vrai qu'au début, avec le Grec Sud, on s'adressait surtout aux décideurs, aux collectivités territoriales et gestionnaires. Mais au fil du temps, depuis début 2015, eh bien, ce public s'est élargi avec les entreprises, les associations, les établissements scolaires et jusqu'aux citoyens. Il y a une coprésidence qui est assurée par Marie-Laure Lambert, de l'EM-Aix-Marseille Université, et Joël Guillot, du CNRS. Alors, ce Grec Sud est porté par une association, l'Association pour l'innovation et la recherche au service du climat, Air Climat, qui porte notamment ce Grec Sud, qui est, si je simplifie, un GIEC régional, mais aussi le MEDEC, qui, lui, serait un GIEC méditerranéen, si on simplifie aussi. Alors, le financement est assuré, en tout cas pour sa coordination et animation générale, depuis sa création par l'ADEME, PACA et la région Sud. Et comme je disais tout à l'heure, donc quand je disais toutes disciplines confondues, c'est que nous avons environ 350 chercheurs qui suivent les activités du Grec Sud, dont un petit peu plus de 250 maintenant qui sont actifs. Mais ce sont des chercheurs qui travaillent aussi bien sur la chimie de l'atmosphère que la psychologie de l'environnement, par exemple. Alors, le réchauffement global, là, si on rentre sur le sujet du changement climatique, alors à savoir, alors je ne vais pas tout lire, le diaporama est assez riche, mais c'est pour que vous puissiez le récupérer suite à cette séance et pour que vous puissiez y revenir tout simplement. Alors la dernière décennie la plus chaude jamais enregistrée, alors quand on dit jamais enregistrée, c'est depuis le début des observations météorologiques. Après 2020, qui était déjà un record, eh bien, la teneur en dioxyde de carbone de l'atmosphère a atteint un nouveau record en 2021, avec un petit peu plus de 416 parties par million. Et donc, il faut savoir qu'avant l'ère industrielle, et si on regarde les 400 000 dernières années par exemple, la teneur maximale en dioxyde de carbone n'a pas dépassé 300 parties par million. En fait, ça oscillait entre 180 et 300 parties par million. Depuis le début de l'ère industrielle, le réchauffement est inégalement réparti sur la planète, alors qu'en moyenne, vous avez très certainement entendu ce chiffre, la température a augmenté de plus 1,1 degré Celsius depuis le début, depuis 1880 environ, et en réalité, c'est plutôt 1,5 degré Celsius sur les terres émergées et donc moins sur les surfaces maritimes. Avec aussi, quand on dit que c'est inégal, une température qui a plus vite, enfin qui a augmenté plus rapidement au pôle sud, pôle nord, en montagne et par exemple dans le bassin méditerranéen. Donc, il faut savoir qu'il y a un équilibre qui aujourd'hui qui est rompu. Il y a plus de carbone est émis dans l'atmosphère que stocké et séquestré dans les écosystèmes naturels, que ce soit les océans ou les forêts, par exemple. Il faut savoir aussi qu'il y a une certaine inertie des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, donc avec le méthane, par exemple, qui a une durée de vie assez courte, environ 10 ans, mais le dioxyde de carbone qui peut aller jusqu'à 100 ans. Avec des boucles rétroactives positives, avec, vous l'avez entendu aussi, par exemple, ces sols gelés, le pergélisol en Sibérie ou au nord du Canada, qui renferment du méthane. Et donc, quand ce sol gelé fond, eh bien, quand il y a cette fonte, eh bien, libération de méthane dans l'atmosphère, sachant que le méthane a un pouvoir réchauffant bien supérieur au dioxyde de carbone. Voici l'illustration par une courbe de cette augmentation de la température depuis 1880, avec, vous voyez en bleu, une variabilité interannuelle, donc avec des années chaudes, des années froides, etc. Et on a une accélération de cette hausse de la température depuis les années 80. Alors là, je vais vous parler d'un petit peu des messages du GIEC, et notamment avec ces deux derniers rapports. Donc les changements, alors il y a eu une succession de rapports du GIEC, mais il y en a un qui est sorti en août dernier et un qui est sorti en février dernier. Donc les changements liés au système climatique sont sans précédent depuis des milliers, voire des millions d'années, avec des concentrations de dioxyde de carbone, on vient d'en parler, qui sont très élevées, avec une augmentation, une élévation rapide du niveau de la mer, avec une banquise qui est à son plus bas niveau, et des glaciers qui reculent, que ce soit au pôle, mais aussi bien sûr en montagne.
Alors là aussi, hein, vous pourrez prendre le temps de lire, hein, mais quelques messages importants du dernier rapport du GIEC. Donc la réalité du changement climatique dépasse les prévisions du GIEC, donc on ne peut pas accuser ou reprocher aux scientifiques d'exagérer, parce que la réalité s'avère pire que les projections climatiques au fil du temps. Et donc le changement climatique est une menace à la fois pour le bien-être de l'humanité et la santé de la planète. Bon, aujourd'hui, sans équivoque, hein, les activités humaines sont à l'origine du changement climatique. Et donc, sans réduction, c'est ça qui est important aussi à savoir, sans réduction rapide et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre, il sera impossible de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Vous savez hein, qu'à la COP 21 à Paris, l'objectif était de ne pas dépasser 2 degrés Celsius au cours du 21e siècle et si possible 1,5 degré Celsius. Et il faut savoir aussi que si on y arrive, hein, si on arrive à réduire drastiquement ces émissions de gaz à effet de serre, eh bien, ces réductions pourraient se faire sentir d'ici une vingtaine d'années, à condition d'être suffisamment radicales. J'en profite hein, pour rappeler le volet réglementaire en France. Alors, c'est moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990. Si on s'aligne sur les objectifs européens, ce sera moins 55% et neutralité carbone en 2050. Donc, moins 40 ou moins 55% d'ici 2030, c'est demain, c'est d'ici 8 ans. Donc, il faut agir. Il faut agir de manière massive de l'échelle locale jusqu'à l'échelle globale. À savoir aussi que certains changements du système climatique sont irréversibles, donc comme la hausse de la température des océans, la fonte de la calotte glaciaire du Groenland, par exemple, alors que d'autres pourraient être ralentis. Alors ça veut dire quand certains changements sont irréversibles, hein, comme l'élévation du niveau des océans, eh bien ça veut dire que même si on tend vers ce 1,5 degré Celsius, ce plus 1,5 degré Celsius, eh bien l'élévation du niveau des océans va progresser et se poursuivre au 21e siècle, au 22e siècle, etc. Si, bien sûr, cette température reste au-delà de ces 1,5, 2 degrés, bon, etc. Mais j'insiste sur le fait, même 1,5 degré Celsius, hein, voilà, c'est vraiment l'objectif optimiste, eh bien, on aurait cette élévation au niveau de la mer, même au 21e siècle, au 22e, pardon. Alors, les événements extrêmes deviendront plus fréquents, plus intenses, avec des vagues de chaleur et des précipitations extrêmes qui seront donc des épisodes qui seront plus fréquents, plus intenses, comme je le disais, une sécheresse qui va aussi augmenter dans certaines régions, des conditions favorables pour le déclenchement des feux, et pour l'océan, hein, c'est l'élévation de la température de l'eau de mer, c'est son acidification, et puis une perte d'oxygène aussi, donc avec des impacts sur les écosystèmes marins. Alors, à savoir aussi, et ça fait partie du dernier message ou des derniers messages du GIEC, hein, il y a cette figure qui insiste hein, sur les interactions, en fait, à la fois entre les sociétés humaines, le changement climatique et les écosystèmes, qui inclut bien sûr la biodiversité. Alors, je ne vais pas tout expliquer, mais si vous voulez, les sociétés humaines ont bien des impacts sur les écosystèmes en dégradant les écosystèmes, par exemple, et en même temps ont des stratégies, des programmes de conservation et de restauration des écosystèmes des milieux naturels. Et c'est vrai que ces écosystèmes rendent des services écosystémiques aux sociétés, des services gratuits en fait. Et donc plus ces écosystèmes s'ils sont en bonne santé, plus ces services sont de bonne qualité. Alors, un petit peu le déclenchement hein, de tout cela, c'est bien alors, il y a la dégradation des écosystèmes, mais en parallèle, il y a ces émissions de gaz à effet de serre qui provoquent ce changement climatique, ce renforcement de l'effet de serre, un renforcement de l'effet de serre qui est naturel hein, à l'origine, hein, mais renforcement. Et donc, avec cette société qui s'adapte et qui met en place des actions d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, et ce changement climatique a des impacts sur les sociétés humaines, bien sûr. Et puis le changement climatique qui a des impacts sur les écosystèmes comme les sociétés humaines, hein, donc qui a une double dégradation, on va dire, un double facteur. Mais ces écosystèmes à la fois s'adaptent dans certains cas au changement climatique et surtout quand aussi ces écosystèmes sont préservés en bonne santé, limitent les effets du changement climatique.
Quels effets du changement climatique? Vous le verrez, vous pourrez tout lire, mais en tout cas, il y a des changements progressifs avec l'élévation de la température, par exemple, le renforcement des îlots de chaleur urbains, la diminution de la ressource en eau, l'introduction d'espèces invasives, et puis il y a des extrêmes climatiques comme les incendies extrêmes, les méga-feux, susceptibles de se déclencher à l'avenir, les sécheresses, les canicules, les gels tardifs, qui pourraient aussi être plus fréquents, avec tous ces dégâts sur l'agriculture. Et voilà, glissement de terrain, et vous verrez que vous voyez que tout cela a des conséquences à la fois économiques et sociales sur les ressources, les infrastructures et la santé. Alors, dans la région, on voit bien que depuis là, on a juste les données de Météo France. Donc, Météo France a calculé une température moyenne sur la période 1961-1990, et ici illustre les anomalies par rapport à cette moyenne de 30 ans. Et on voit qu'il y a bien cette variabilité interannuelle, hein, en fonction des températures minimales et maximales dans la région. Donc, des années plutôt chaudes, des années plutôt froides, mais on voit que depuis les années 1985-86, hein, eh bien, ces anomalies sont systématiquement positives, à l'exception d'une pour les températures maximales, ce qui signifie que l'anomalie positive illustre un réchauffement, en fait, un réchauffement de la température. Dans la région, donc en plaine, on a plutôt une hausse depuis le début de l'ère industrielle de plus 1,7 degrés Celsius, enfin pas depuis le début de l'ère industrielle, pardon, depuis 1960, et donc ça veut dire davantage depuis le début de l'ère industrielle, et puis 2 degrés dans les préalpes et plus dans les Alpes, et notamment en haute altitude. Avec cet indicateur, hein, cette température qui augmente de 0,3 degrés Celsius environ par décennie. Alors dans la région, à l'avenir, eh bien, on aura toujours, alors là, c'est pas toujours, c'est une autre période de référence qui est 1976-2005, et donc on voit la hausse de la température probable en fonction de scénarios socio-économiques, le pessimiste en violet, en orange l'intermédiaire, et puis cette ligne rouge qui est l'optimiste, et on voit ici, voilà, cette hausse de la température d'ici 2100, en fonction des scénarios, en tout cas pour les températures, le signal est net. Pour les précipitations, eh bien, il y a des incertitudes, et donc on resterait sur des cumuls annuels qui à peu près identiques à aujourd'hui, sauf pour ce scénario pessimiste où on tendrait vers une baisse. Mais cet indicateur annuel masque en fait des contrastes saisonniers, et on va y revenir. Donc, le Grec Sud publie des cahiers thématiques et puis des cahiers territoriaux qui font un point, qui font un état des connaissances scientifiques à l'échelle régionale et à l'échelle locale, à l'échelle territoriale. Alors, il y a d'autres activités, hein, donc participation à des colloques, à des manifestations, etc. Mais donc, il y a eu un cahier qui a été publié l'année dernière sur le territoire de la métropole Nice-Côte d'Azur face aux risques climatiques. Donc ce cahier est en libre accès, hein, sur le site du Grec Sud, vous pouvez le télécharger sans souci. Il a été commandé par la métropole de Nice-Côte d'Azur, et là on voit un petit peu, par exemple, sur ces 60 dernières années, un petit peu comme tout à l'heure, hein, donc cette évolution de la température, ici la moyenne annuelle, en haut à gauche, et vous voyez que là aussi, depuis les années 1985, eh bien l'anomalie est systématiquement positive, donc on assiste bien à une hausse de la température, voilà, avec un signal qui est très net aussi. Ça s'illustre aussi par une augmentation du nombre de nuits tropicales, hein. Dans les années 60, on était autour d'une dizaine de nuits tropicales. Ça veut dire que la température ne descend pas en dessous de 20 degrés Celsius durant la nuit. On était donc autour de 10 dans les années 60, et on est plutôt à 7 fois plus désormais. Donc les nuits tropicales ont été multipliées par 7. Il y a aussi cette augmentation au niveau de nombre de jours avec température supérieure à 30 degrés Celsius. Donc là, c'est à Nice, hein, à chaque fois. Et là, on voit aussi que dans les années 60, ce nombre de jours était maigre. Et finalement, aujourd'hui, on est autour d'une dizaine, sachant qu'on est quand même au bord de la mer. Et puis, le nombre de jours anormalement chaud, pareil. Donc, anormalement chaud, c'est quand la température dépasse de 5 degrés Celsius la température normale. Et on voit une augmentation aussi très nette.
Alors pour les précipitations, en bas à droite, on a le cumul annuel. On voit qu'il y a depuis 1960 un déficit de pluie, enfin en tout cas une baisse des précipitations. Et on voit qu'en fonction des saisons, en fait, du cumul hivernal, printanier, estival ou automnal, et puis on voit cette évolution avec une évolution qui est à la baisse, qui est plus nette au printemps et en été. Alors, les scénarios, les derniers scénarios du GIEC ici montrent les tendances à venir. Alors, tout à l'heure, vous avez vu cette hausse au niveau régional probable, mais c'était pas basé. Alors, c'est sur la RCP, donc c'est sur les anciens scénarios socio-économiques qui restent valables, hein, mais désormais, on a les nouveaux. Et on voit que le seuil de plus 1,5 degrés Celsius, dont je parlais tout à l'heure, va être atteint plus tôt que prévu et d'ici une dizaine d'années, nous devrions atteindre, quoi qu'il arrive, ce plus 1,5 degrés Celsius. Et que le 2 degrés Celsius, donc qui est le maximum, on va dire, souhaité suite bon, enfin le maximum à atteindre, hein, c'est souhaité, mais c'est vraiment très important de ne pas le dépasser pour éviter des dégâts. Alors, des dégâts irréversibles, des dégâts encore plus importants que ceux que nous vivons aujourd'hui et à venir d'ici 2050 et plus tard. Mais donc, on voit que ce seuil de 2 degrés Celsius sera atteint vers 2050. Et puis, on voit ces scénarios, hein, vous voyez, toujours donc, avec des très basses émissions de gaz à effet de serre. Et puis, on va donc, de très basses à très hautes. Et on voit les différences de température moyenne à l'échelle planétaire. Donc, ça veut dire que nous, vous voyez qu'on est au-dessus déjà de la moyenne planétaire. Nous resterons au-dessus de la moyenne planétaire. Et ça ne sera pas plus 5 degrés Celsius hein, en cas de scénario pessimiste. Ça sera plus 6, plus 7, et bien davantage en montagne. On le voit d'ailleurs dans le tableau juste en bas, par exemple à Isola 2000, en juillet. En cas de scénario pessimiste, on pourrait atteindre d'ici la fin du siècle plus 8 degrés, 7,9 degrés Celsius environ. Voilà. Enfin, c'est précis, mais on va dire plus 8 degrés Celsius environ. Ici, pour illustrer aussi, vous verrez dans le cahier, il y a des cartes qui sont disponibles hein, et qui montrent la hausse de la température en fonction de différents scénarios et échéances. Mais comment ça va se traduire finalement? Par des journées d'été supérieures à 35 degrés, si on est sur des cas de scénarios pessimistes à l'avenir, des vagues de chaleur et des jours normalement chauds en hausse, comme on le constate déjà, des canicules plus fortes, des pics de chaleur qui pourraient dépasser, quand on est vraiment sur les records de température, des pics qui pourraient dépasser les 40 degrés Celsius, avec un été plus précoce et tardif, donc un été plus long. Avec tout cela, des risques sur la santé, des îlots de chaleur urbains renforcés, une pollution de l'air aussi susceptible d'être renforcée, des effets sur les ressources hydriques, bien sûr, conséquences économiques, il faudra produire plus d'énergie pour la climatisation, et avec tous les effets que cela peut engendrer derrière. Alors, important aussi pour la métropole Nice-Côte d'Azur, c'est l'élévation du niveau de la mer. Donc, en cas de scénario optimiste, il y aurait une élévation d'environ 40 cm d'ici la fin du siècle et 80 cm en cas de scénario pessimiste. Vous voyez, mais par contre, vous voyez que ces modèles tournent au-delà de 2100, hein, parce qu'il y a ces effets irréversibles dont je vous parlais tout à l'heure. Et vous voyez qu'en 2150, par exemple, on serait plutôt à plus 1,5 m d'élévation du niveau de la mer. Et on atteindrait, voilà, on serait un petit peu on pourrait aller plus loin, hein. Donc ça pourrait dépasser 2 mètres, 3 mètres si on continue. Par contre, il est bien plus raisonnable, bien sûr, de suivre la trajectoire du scénario optimiste, même si la hausse continue. Donc ça veut dire que dans les politiques d'aménagement de la ville, il faut penser à ce qui va se passer ces 20-30 prochaines années, bien sûr, et d'ici la fin du siècle, mais aussi au-delà, parce que, eh bien, de toute façon, cette élévation au niveau de la mer va se poursuivre. Alors, pour les précipitations, je disais tout à l'heure, il y a des incertitudes, même de grandes incertitudes à l'échelle régionale et métropolitaine. Ça veut dire que les modèles climatiques donnent des résultats différents, mais les principales tendances vont vers une diminution annuelle de 10 à 20% sur le long terme. Alors ça, c'est d'ici la fin du siècle, avec un maintien ou une hausse du cumul des précipitations en hiver et une baisse des précipitations en été, avec, je répète, un été plus long, plus sec,
et donc plus chaud. Et puis, il y aura, si on associe ces tendances à la hausse des températures, on aura par exemple une augmentation des sécheresses estivales en durée et en intensité, et puis on aura une importante diminution du manteau neigeux en dessous de 1800 mètres d'altitude, et cela dès 2050 en fait. Alors, pour parler des cours d'eau, hein, vous voyez, il y a des modélisations, il y a des tendances qui sont dessinées. Dans la région, on aurait des débits moyens annuels qui pourraient baisser de 30%, mais on voit qu'au niveau de la métropole, on est plutôt que jusqu'à 10% de baisse à l'échelle métropolitaine et pas métropolitaine d'ici 2050. Donc, je vous ai dit, hein, donc c'est un régime des précipitations qui va évoluer et donc parmi, alors je ne vais pas tout décrire ici, mais si on a moins de précipitations neigeuses en hiver, ça veut dire qu'on aura des débits qui pourront être assez élevés en hiver et par contre on n'aura pas cette restitution de la fonte, enfin de restitution de l'eau hein, avec la fonte de la neige au printemps. Ou en tout cas ça se fera juste au début du printemps et on pourrait avoir des situations d'étiage, en tout cas des débits relativement faibles dès le printemps et ces débits baisseraient avec le début de l'été et ensuite durant tout l'été qui serait prolongé par cette hausse de la température, prolongée, enfin qui serait plus long en tout cas. Alors, au niveau des plus extrêmes, hein, augmentation, alors on a déjà constaté une augmentation des épisodes méditerranéens depuis une cinquantaine d'années. Alors il y a des études scientifiques hein, qui mettent en évidence que l'intensité des épisodes est en hausse d'environ 22% en zone méditerranéenne, qu'on assiste à un doublement de la fréquence des événements dépassant un seuil de 200 mm de pluie par jour, c'est-à-dire 200 litres par mètre carré. Les surfaces touchées sont également en hausse, mais cela tient aussi pas seulement à cette augmentation des intensités, mais ça tient à la vulnérabilité du territoire aussi, bien sûr, et à son aménagement, avec la probabilité de crue centenale qui a doublé en raison de l'augmentation de la température, et ces périodes de retour, en fait, hein, que ce soit centenale, décennale, etc., hein, eh bien, ces périodes de retour vont devoir être révisées, parce qu'elles n'auront bientôt plus grand sens. Bon, tout à l'heure, il y a la tempête Alex hein, qui a été évoquée par Monsieur Roche. Hein, vous avez eu quand même 500 millimètres et plus, même plus en altitude, en 24 heures à Saint-Martin-de-Vésubie, avec le niveau de la Vésubie qui est passé en cours de journée hein, de 50 cm à plus de 8 mètres. Son niveau a monté avec une hausse brutale de 4 mètres en seulement 45 minutes. Alors pour finir, quelques pistes d'adaptation et d'atténuation. Je ne vais pas tout lire là non plus, et ça reste des pistes d'adaptation et d'atténuation assez générales, mais pourrez aller consulter le cahier pour avoir plus de détails. Donc oui, il faut maîtriser l'étalement urbain et périurbain pour stopper l'imperméabilisation des sols notamment et limiter le risque d'inondation. Il faut réaménager les zones sensibles du territoire, que ce soit les plages. Pour l'aéroport Nice-Côte d'Azur, c'est surtout sa partie sud-ouest, pour éviter les phénomènes de submersion et conserver l'intégrité en fait, du territoire. Il faut favoriser la planification territoriale sur le long terme en se servant des outils réglementaires, des outils existants ou à venir, hein, que ce soit le SRADET, le plan climat, air, énergie territoriale par exemple, ou le plan local d'urbanisme. Il faut préserver la diversité et la richesse des écosystèmes terrestres et marins, parce qu'ils jouent un rôle. Il faut aussi renforcer les continuités écologiques et les corridors de déplacement vitaux, favoriser la nature en ville, encourager la sylviculture adaptative, hein, donc c'est la gestion forestière, pour préserver la santé des forêts, parce que vous avez des forêts qui sont en cours de dépérissement avec le changement climatique, mais aussi la pollution à l'ozone. Il faut maintenir l'élevage pastoral et soutenir le silvopastoralisme, augmenter les surfaces agricoles dédiées alimentaires, tout en adaptant les pratiques agricoles. Vous pourrez lire tout cela. Alors ça, du coup, il y a une répétition ici avec l'autre diapo, et il faudra que je l'enlève. Et de manière générale, donc, gérer, bien sûr, et partager les ressources en eau pour sécuriser les besoins d'alimentation en eau potable et approvisionnement, réduire les pollutions locales et la dégradation des sols, et puis, de toute façon, la dégradation de l'environnement en général, privilégier la mobilité douce, le transport collectif et le covoiturage, développer les énergies renouvelables, proposer un tourisme plus sobre et respectueux. Donc là, c'est vrai que le tourisme est émetteur de gaz à effet de serre.
donc à la fois sur l'activité sur site, on va dire, mais aussi sur le trajet, bien sûr, quand les touristes viennent de leur domicile et viennent jusqu'à votre territoire. Donc il y a aussi des phénomènes de retrait gonflement des argiles qui va poser question. Puis de manière générale, il faudra améliorer les systèmes d'alerte parce que les risques vont s'accentuer. Voilà, donc en conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Si vous voulez, vous avez bien compris que nous avons un système climatique profondément bouleversé, des enjeux majeurs à prendre en compte dès aujourd'hui à l'échelle globale, hein, bien sûr, mais aussi à l'échelle locale. Il faut mettre en place des stratégies d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de gaz à effet de serre, avec une évolution généralisée des pratiques. Alors je dirais autre chose. Attention, il y a des territoires comme le vôtre hein, qui font des efforts qui vont vers l'adaptation, qui vont vers l'atténuation, mais il ne faut pas s'en satisfaire. Aujourd'hui, même si on a l'impression que les efforts sont conséquents, ils sont très largement insuffisants pour en fait atteindre les objectifs que je vous ai décrits et notamment ne pas dépasser cette hausse de la température de 1,5 degré Celsius, sachant que chaque dixième de degré compte, notamment pour la biodiversité. Une nécessité aussi de décloisonner les communautés en renforçant le dialogue. Les transitions passent par la sensibilisation, la formation, bien sûr, et l'accompagnement des acteurs régionaux. Et donc cette mise en œuvre des solutions concerne tous les acteurs. Ne pas oublier donc de partager, de croiser les savoirs professionnels, de s'appuyer sur les connaissances scientifiques, et puis bien sûr à multiplier, alors quand je disais croisement des savoirs professionnels, c'est multiplier aussi les échanges d'expériences et valoriser l'exemplarité. Sachez qu'un territoire exemplaire va inspirer les autres territoires. On le voit dans les études en psychologie de l'environnement par exemple. Voilà, bon, il faut renforcer bien sûr la recherche et les connaissances scientifiques. Il faut que les acteurs territoriaux expriment aussi leurs besoins pour que les chercheurs, au moins de la communauté régionale, puissent essayer d'y répondre. Voilà, donc l'éco-bénéfice aussi, hein, donc on est sur cette convergence des problématiques et valorisation des co-bénéfices. Quand vous agissez sur le climat, ça a un effet sur la biodiversité, sur le volet social, sur la santé. La gouvernance aussi peut avoir un rôle. Et voilà, je vais terminer là-dessus et avec juste le contact. Merci de votre écoute. Merci beaucoup Philippe. Alors vraiment pour cette présentation. Alors je pense que Lionel essaye de reconnecter son micro. Je vais le laisser du coup me rappeler pour faire la même opération que tout à l'heure, puisqu'à priori ça ne marche toujours pas. Mais je voulais juste, avant de redonner la parole à Lionel et bien évidemment à l'ensemble des participants pour vos réactions, vos remarques et vos questions par rapport à la présentation de Philippe. Remercier encore le GrecSup et Philippe en particulier pour ces éléments certes alarmants, ou tout du moins qui nous resensibilise si cela était vraiment nécessaire à l'urgence de la mise en œuvre d'actions concrètes sur nos territoires par rapport à ces phénomènes, mais aussi pour ces éléments pour des éléments scientifiques, donc très factuels, qui nous semblent importants aujourd'hui à mettre en lumière, puisque le changement climatique, aujourd'hui, c'est une réalité. Et chez EA, bien évidemment, il est tout à fait important de le faire savoir et de le communiquer. Et c'est vrai que la conclusion de Philippe, les conclusions de Philippe sont tout à fait les nôtres dans l'esprit de sensibiliser, de former et de faire en sorte que la plupart des acteurs multidisciplinaires puissent travailler sur ces sujets, d'où justement le rapprochement de notre réseau avec le GrecSup, puisque bien évidemment, et tu l'as dit Philippe, le constat est réel sur les territoires et aujourd'hui, il faut agir et une des manières d'agir, c'est bien évidemment de faire en sorte que les acteurs territoriaux fassent le maximum de choses et soient le plus engagés dans la transition, mais c'est également de faire savoir
que des éco-entreprises, donc des entreprises de l'environnement, sur tous les sujets que tu as abordés, hein, que ce soit l'eau, la biodiversité, l'aménagement durable, la gestion des ressources. Ben, il y a quantité d'entreprises qui ont des solutions pratiques, efficaces, innovantes ou moins innovantes, mais en tout cas opérationnelles, et qu'il est tout à fait important de faire connaître ces entreprises aux donneurs d'ordre, publics ou privés, pour que les actions puissent se mettre en œuvre très rapidement, et il est possible que cela soit ainsi. Donc voilà, ceci étant dit, alors je vais peut-être dire à Lionel de me rappeler pour lui donner la parole. Je suis désolée, c'est un peu... Voilà. Et... Tu m'entends, Valérie? Oui. Oui, donc je remercie effectivement M. Philippe Rossello pour la clarté de ses propos. Du fait, on le sait, on le répète, mais nous n'avons plus qu'une minute à perdre. Ce que je pense intéressant avec la variété des acteurs qui participent à ce webinaire aujourd'hui, c'est comment on se met en marche. On est déjà en marche, on déploie des solutions, mais vous l'avez précisé, il y a peut-être un problème de rencontre d'offres et de demande. C'est-à-dire que l'acteur qui a des solutions doivent bien connaître les besoins de ceux qui ont les problèmes à traiter, et sans doute au premier chef des collectivités territoriales. Et c'est peut-être là qu'on a des efforts à faire pour que chacun des deux côtés, qui ne devrait faire plus qu'une seule communauté pour tenter de régler tous les problèmes qui sont devant nous, compte tenu de leur importance et de leur complexité, comment mieux travailler ensemble. J'invite chacun à poser des questions. Et pour moi, c'est vraiment un des défis prioritaires. On sait ce qu'on va faire. Et l'enjeu, c'est comment le faire pour que ça se traduise par des impacts positifs le plus rapidement possible sur le territoire. Oui, si je peux réagir, bon, effectivement, vous mettez, enfin, vous soulignez les enjeux et puis finalement les pistes à suivre, hein. Il y a bien cette offre et demande, il y a ce déséquilibre aujourd'hui. Les entreprises ont un rôle majeur à jouer, hein, à la fois pour les autres, mais aussi pour elles-mêmes. Hein, pour qu'elles mettent en place aussi des mesures d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Mais, et là, de plus en plus, et vous le voyez même dans les villes qui s'engagent en faveur de la lutte contre le changement climatique, que les entreprises ont ce rôle majeur. Valérie le disait tout à l'heure, c'est aussi l'intérêt de ce rapprochement entre EA et Éco-entreprises et le GREC Sud. C'est à la fois, le GREC Sud va pouvoir transférer ses connaissances scientifiques, mais sur le côté opérationnel, le GREC Sud n'agit pas, enfin ne va pas chercher chaque entreprise, chaque collectivité en disant ben voilà, aujourd'hui vous allez mettre votre plan climat en place, vous allez, d'un point de vue technique, ce que je veux dire c'est que le GREC Sud n'a pas un rôle technique direct auprès des acteurs, c'est plutôt ce transfert des connaissances, c'est de motiver les acteurs des territoires, les acteurs régionaux à s'engager dans les transitions en montrant quel est l'intérêt d'y aller. Et derrière, on a besoin de relais. Et c'est vrai que j'ai parlé tout à l'heure d'interface sciences-société pour le GREC Sud, mais EA Éco-entreprise et cette interface aussi entre la connaissance et l'action au sein des entreprises et donc au sein des territoires, auprès des collectivités, des gestionnaires, des acteurs en général des territoires. Alors, on ne vous entend pas, Monsieur Roche. Lionel, je suis désolée, ouais, mais du coup, c'est compliqué. Alors, oui, oui. Alors, nous avons une question de l'agence de l'eau sur le plan stratégique en bord de mer des sites plus importants. Plutôt que
protéger le trait de côte, l'animation Vous avez le micro coupé. Oui, bon, on va y arriver. Il s'agit du recul stratégique, c'est ça? C'est un peu laborieux. J'ai bien entendu, Monsieur Roche, il s'agit du recul stratégique. Oui, je ne sais pas si Philippe, tu vois le Oui, commentaire. je vais peut-être prendre un petit peu les commentaires les uns après les autres. Par rapport en particulier à l'aéroport, effectivement, l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, donc c'est plus une question, on va dire, de positionnement et de stratégie par rapport au risque sur l'aéroport. Du coup, alors sur l'aéroport, mais la semaine dernière, ça tombe bien, hein, enfin en tout cas ça tombe bien cette question, il y avait aussi une rencontre sur l'avenir finalement de la station d'épuration qui est au nord-est de l'aéroport. Donc finalement, cette station d'épuration, demain, avec l'élévation du niveau de la mer, avec la succession, enfin la plus grande intensité et la plus grande fréquence des tempêtes, est-ce que le risque était menacé avec, bon, bien sûr, les inondations, etc. Donc, d'ici 2050, le site semble préservé. Donc ça, c'est des questions essentielles et ça confirme, en tout cas, moi, c'est le message que j'ai transmis en fonction des éléments que j'avais et ça renforce eh bien, finalement l'étude qui a été menée, les conclusions de l'étude qui a été menée pour montrer que ce site, effectivement, d'ici 20 ou 30 ans, ne devrait pas être menacé. Par contre, c'est vrai que le secteur de Cagnes, le sud-ouest de l'aéroport, là, il y a des menaces parce que en cas à la fois d'épisodes méditerranéens, donc avec des pluies intenses, avec des débits importants au niveau du Var, avec aussi une dépression, donc quand vous avez une dépression atmosphérique qui est très creuse, vous avez le niveau de la mer qui monte. Ce niveau de la mer va venir se confronter à ce débit du Var qui va être important. Il y aura aussi, donc si vous voulez, il y a des vagues, il y a des vagues déferlantes. Donc on peut être sur des combinaisons de facteurs sur ce site Aliotis, en fait, par exemple, et sur le site Aliotis de la station d'épuration, sur l'aéroport, sur le littoral de Cagnes-sur-Mer, avec des risques qui pourraient devenir majeurs au fil des décennies en cas de scénario pessimiste, mais aussi en cas de scénario intermédiaire et sur des situations exceptionnelles si on est même sur des scénarios optimistes. Donc oui, il faut être vigilant. Alors c'est vrai que nous, quand on a fait le cahier pour Nice-Côte d'Azur, eh bien les gestionnaires, enfin l'équipe en tout cas de Nice-Côte d'Azur de la métropole parlait d'un rehaussement en fait de l'aéroport pour éviter les submersions à l'avenir. Donc pour l'instant, c'est vrai que dans les échanges que j'ai eus avec Nice-Côte d'Azur, il n'y a pas tellement de réflexion sur le recul stratégique, mais plutôt sur la préservation de l'existant. Alors, dans un premier temps, c'est une option. Mais au fil des décennies, et comme je le disais tout à l'heure, si on se projette au-delà de 2100, on va vers 2150, qui n'est pas si loin, dans une logique d'aménagement d'une ville comme Nice, oui, il faut penser au recul stratégique. En tout cas, il faut commencer à y penser, à voir, quand je dis se projeter, c'est de penser en fait ce littoral en 2100, en 2150, à quoi il va ressembler, comment on peut protéger les biens et les personnes et limiter au maximum les risques, hein, parce que c'est ça, hein, quand on met en place des mesures d'atténuation, bien sûr pour limiter le changement climatique, mais d'adaptation aussi. Donc oui, pour le recul stratégique, je pense que c'est extrêmement important. Alors, si je prends d'autres... Ouais, pardon, allez-y. Je pense juste... Non, excuse-moi Philippe, mais là, je vois qu'effectivement, à bon escient, Hélène Durand nous fait part de quelques remarques et je pense que Hélène a beaucoup de choses à dire sur la question, donc je propose de lui passer la parole. Si tu es d'accord. Ah, mais bien sûr. Animateur. Hélène. Bonjour, oui, bonjour à tous. Bonjour Philippe, bonjour Valérie. Merci, c'est fantastique cette introduction. Alors, on a tous nos points de vue. Alors, c'est vrai que nous, on est
bien sûr davantage justement sur cette prise en compte des aléas et de la vulnérabilité. Et voilà, il ne faut pas s'en cacher, il y a des hétérogénéités très fortes en fonction justement de l'exposition et des territoires de France. Par exemple, j'ai travaillé sur une dépolarisation potentielle il y a déjà 15 ans en baie de Somme, parce que voilà, la structure géomorphologique se prêtait. Et puis, je rebondirais juste peut-être, Philippe, simplement sur un moment clé, un élément clé, je pense que tu as mis en avant, c'est les différents niveaux de politique publique avec des documents qui, pour l'instant, sont totalement, mais vraiment totalement juxtaposés. Nous avons la chance d'accompagner nombre de territoires aux différents échelons, aussi bien régionaux que locaux, dans le cadre du ZAN. Nous baignons par ailleurs dans la politique de l'eau, aussi bien sur la GEPU que la GEMAPI. Donc, si on prend en compte ZAN, GEMAPI, GEPU et RISC, chacune des communautés réinvente le terme d'adaptation climatique, réinvente la stratégie ERC qui, pour chacune de ces communautés, est en fait une réalité différente. Et là, je crois que réside vraiment un enjeu qu'on doit tous essayer de porter, qui n'est pas les plus simples parce que la transversalité, tout le monde en parle dans les concepts, mais en pratique, comment arrêter de saucissonner, entre guillemets, nos visions qui sont le propre du réglementaire, et on comprend que ce réglementaire est absolument nécessaire, et c'est ce que nous essayons effectivement de porter à travers des solutions, des outils qui sont mûrs, matures, et qu'on serait ravis de vous présenter. Voilà, en tout cas, merci pour cette vraiment absolument nécessaire confrontation de tous les points de vue. Oui, sur le côté réglementaire, alors nous on le voit sur les territoires, alors c'est ce qui pousse les élus finalement à agir, même parfois ils attendent de se faire taper sur les doigts pour agir par la préfecture de région par exemple, mais de manière générale quand même le réglementaire fait bouger les lignes, mais il ne faut pas hésiter bien sûr à aller au-delà de ce volet réglementaire pour bien faire. Tout à l'heure je parlais d'exemplarité, donc un territoire comme Nice-Côte d'Azur qui est on part du littoral, qui est très urbain et qui va jusqu'à l'espace montagnard, eh bien, pourrait avoir cette approche d'exemplarité pour montrer un petit peu aux autres territoires comment faire, comment s'adapter, comment atténuer. Et je le disais aussi, et j'insiste là-dessus, sur ces territoires qui ont de l'avance, qui sont source d'inspiration, enfin quand ils ont de l'avance, qui sont source d'inspiration, et c'est extrêmement important. Et on voit, et pour aussi rebondir sur les propos d'Hélène, c'est que c'est vrai qu'on a des schémas aujourd'hui, des plans juxtaposés qui prennent en compte ce changement climatique de manière très marginale encore. Et moi, j'ai pu le voir, j'ai été très étonné sur les risques naturels en montagne, où aujourd'hui, dans les plans, les programmes, etc., le changement climatique, même si les acteurs, si vous voulez, les protagonistes des risques naturels abordent ce changement climatique, dans les plans, dans les programmes, c'est encore très très faible. Enfin, en tout cas, cette prise en compte est encore très très faible du changement climatique. Et donc, il faut faire évoluer les outils, il faut faire évoluer la réglementation, il faut faire évoluer les plans, les programmes, etc. Et j'ai envie de compléter, bien évidemment, ta remarque, Philippe, en disant que ces plans, ces programmes et toutes ces études qui sont pensées et qui sont souvent, je dirais, in utero dans les services, doivent être aussi, de notre point de vue, comment dire, à minima concertés avec, donc bien évidemment, les institutions scientifiques et les universitaires, mais également les acteurs économiques, pour éviter que justement il puisse y avoir des contrats d'objectifs, il puisse y avoir des programmations qui, à un moment donné, dans leurs objectifs de réalisation, soient complètement déconnectés avec la réalité et les possibilités des territoires. Et j'en prends pour exemple parfois, et on l'a vu dans notre région, des plans de déploiement de photovoltaïque qui étaient pensés dans un premier temps de manière tout à fait ambitieuse, mais qui n'étaient pas adaptés aux caractéristiques et aux potentialités des opérateurs du photovoltaïque en question, parce que les territoires, voilà, certains freins
n'avaient pas été suffisamment anticipés en amont. Et donc, on se retrouvait avec des objectifs. On peut se retrouver avec des objectifs qui ne peuvent pas être atteints tout simplement parce que, et les acteurs économiques ont au moins cet avantage-là, c'est qu'ils savent ce qu'ils peuvent faire, les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire. Et donc, peut-être essayer aussi, ils ont aussi matière à travailler avec les institutionnels pour pouvoir jauger des potentialités de mise en œuvre. Et c'est aussi un élément important, me semble-t-il. Il n'y a personne qui lève la main. Juste un mot peut-être sur les transports, parce qu'il y a une remarque sur les transports. Alors oui, hein, le transport est à repenser, hein, alors que ce soit au niveau, enfin à l'échelle de la métropole, mais aussi sur d'autres territoires. C'est d'autant plus vrai à l'échelle de votre... Enfin, alors, à la fois la métropole Nice-Côte d'Azur, mais c'est finalement toute la Côte d'Azur, hein, de Théoul en fait, jusqu'à Monaco, avec cet usage... incroyable de la voiture, hein, de la voiture individuelle, avec tous les bouchons que vous connaissez, etc. Mais aujourd'hui, la voiture, même si on parle de voiture électrique, etc., la voiture est source de pollution, source d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis même si demain on est avec des voitures électriques, quand on parle aussi d'adaptation, on parle bien-être, on parle qualité de vie. Et il faut se poser la question, hein, finalement, est-ce que la voiture individuelle, de prendre chaque jour sa voiture individuelle, se retrouver dans des bouchons, est-ce que ça fait partie, est-ce que c'est bon pour la qualité de vie, est-ce que au-delà aussi de la voiture électrique qui ne polluait pas sur site, il faut la fabriquer, il faut la produire cette voiture-là. Si cette voiture n'est pas produite à partir, enfin grâce à de l'énergie renouvelable, eh bien on est toujours dans ce cycle infernal et avec des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, pensez au bien-être, pensez au meilleur aménagement possible sur un territoire comme le vôtre. Oui, je le dis comme la participante, la question du transport est primordiale. On m'entend là, comme ça, Valérie? Bah écoute, là, on t'entend, Lionel. Ah, d'accord. Tu es revenu Bon. parmi nous. Non, en fait, ouais, j'ai mis un casque et avec le casque, ça passe. Bon. Cherchez l'air. Non, moi, je pense que le vrai défi, ça a été dit, mais c'est là où il faut continuer à revoir nos manières de travailler ensemble. Pour moi, c'est ça le sujet. Il y a plein de compétences et d'expertise, mais on n'arrive pas à les transformer dans une dynamique d'action qui soit à la hauteur de celle à laquelle on est confronté. Parce qu'effectivement, comme ça a été précisé, il y a plein de réglementaires, et je suis avocat, donc j'en sais quelque chose, mais le réglementaire est souvent perçu comme un frein. Par exemple, on peut le voir dans la commande publique. Ça prend du temps pour un territoire d'acheter des prestations. C'est aussi très exigeant dans la composition des offres. Et le changement climatique pose aussi des problèmes d'appropriation de ces territoires à intégrer dans les cahiers des charges pour lancer des appels d'offres. Donc on voit qu'à tous les étages, on a des enjeux à régler sur la coopération du secteur, pour être caricatural, mais du secteur public et du secteur privé. Parce que si on ne se met pas autour de la table pour comprendre comment on peut dialoguer ensemble, et évidemment après respecter toutes les règles de la commande publique, on sera toujours en décalage. Et puis ça a été dit sur les enjeux, sur la mobilité. Bon, avec ce que nous connaissons depuis 15 jours, et pour suivre ça de manière très précise, puisqu'on intervient également sur les énergies renouvelables, je pense que la politique énergétique de l'UE va très fortement évoluer. Et que, parce que de toute façon, si elle n'évolue pas, tous les problèmes auxquels on est confronté depuis 15 jours ne vont que s'aggraver. Et la présidente de l'UE, elle a dit, on a des solutions à condition de travailler ensemble et d'aller très, très, très vite. Donc, je pense que ça va aussi se traduire, enfin, depuis 8 jours, il y a des communications de la Commission sur la révision d'un certain nombre de directives, et ça va se traduire par un toilettage au niveau réglementaire. Et on va avoir du frottement entre le développement du renouvelable,
de nouvelles infrastructures énergétiques et puis le réglementaire de l'environnement. C'est évident. Et il faudra qu'on arrive à résoudre ces frottements parce que nous n'avons pas le choix. Comme pour moi, enfin, l'enjeu énergétique s'inscrit dans la transition écologique et on voit bien que ce qui nous arrive depuis 15 jours nous projette à très grande vitesse, qui est finalement la même vitesse que l'on doit trouver pour répondre aux enjeux du changement climatique. Donc on n'a pas le choix. Même si ça va être parfois déchirant sur des solutions à apporter, et notamment le frottement protection de l'environnement et infrastructures énergétiques, mais on aura de nouveaux arbitrages à trouver. Merci Lionel. Alors, on va peut-être donc dans l'ordre repasser la parole à Hélène qui a levé la main. Oui, merci Valérie. Oui, pour rebondir sur donc la remarque de M. Roche et les précédentes, c'est que finalement, on est à l'heure où la gouvernance est le point clé. La gouvernance en termes de transversalité et de mécano territorial, c'est-à-dire entre les échelons, la déclinaison des politiques publiques locales par rapport à des objectifs régionaux. Alors, on accompagne, il se trouve, en ce moment, votre région, la région PACA, sur une AMO de conception d'une donnée d'occupation du sol. Et ça m'amène à mettre au cœur finalement deux questions. C'est quid de deux ressources essentielles qui sont le foncier et l'eau à l'aune du changement climatique. Parce que derrière le foncier, on pose la question finalement de l'emprise humaine en termes, bien sûr, d'occupation sur des axes de mobilité, mais également tout ce qu'on amène en termes de modification des cycles naturels. Et donc, je pense que c'est ce fil conducteur qui doit nous amener à des politiques plus transversales. Et je prendrai un exemple, tout simplement, qui est celui de la désimpère. Alors, il y a beaucoup de personnes autour de la table, je pense, qui connaissent combien il y a des politiques ambitieuses. Là, on est face à un sujet qui n'est pas encore complètement encadré sur le plan réglementaire, sur lequel il y a des initiatives en termes d'innovation qui peuvent être portées, notamment avec des financements de l'Agence de l'eau. Et là, ça permet justement concrètement de ne pas opposer une vision, par exemple, d'un aménageur qui, lui, on le comprend, va en général minimiser les coûts de fonctionnement et donc ne va pas forcément penser la renaturation, même si finalement les bénéfices en termes de gestion des eaux pluviales, de cycle naturel, de rafraîchissement sont là. Et donc, il y a des initiatives, en tout cas dans certaines régions, auxquelles nous contribuons d'ailleurs, sur des dispositifs innovants qui vont chercher à rapprocher ces politiques foncières, le zéro artificialisation nette, qui dans son esprit est intéressant, mais peut amener à densifier au détriment de la prise en compte des chemins de l'eau. Donc, on voit comment ces politiques sont difficiles à harmoniser, mais il faut se saisir des dispositifs d'innovation qui existent au sein d'EA, au sein d'autres pôles de compétitivité pour avancer ensemble sur ces questions-là. En complément, je dirais que vous avez raison et on l'a très clairement vu dans les manifestations que nous avons organisées sur le développement du photovoltaïque, et notamment la dualité du développement du photovoltaïque par rapport à des ressources foncières et qui peuvent avoir une destination agricole. On voit là aussi que ça frotte et que le traitement de ces problématiques doit évoluer. Le problème du foncier, c'est que d'un point de vue juridique, c'est un droit très ancien et puis il concerne une pluralité d'acteurs, donc c'est très difficile de le faire évoluer. Et encore une fois, on n'a pas trop le choix. Alors, peut-être donc dans l'ordre, donc je vois que Christophe Roy de Farea donc a également souhaité intervenir. Christophe. Oui, bonjour tout le monde. Rapidement, nous, Farea, on est dans le concret. Je ne veux pas être péjoratif. On a créé le premier bateau autonome en eau et en électricité, démontable et transportable en container 40 pieds pour équiper le monde entier de cet outil de protection de la nature associé à un scaphandre basse pression pour permettre à nos clients de faire du repiquage de posidonie, de l'arrachage de taxifolia, etc. etc. Deux questions à Maître Roche. S'agissant du repiquage de posidonie, normalement, nous récupérons les taxes carbone. Nous n'avons pas connaissance du cheminement de cette récupération. J'aimerais beaucoup, par mail, pour ne pas encombrer le webinaire. Et puis la deuxième question, c'est moins valable pour PACA.
nos FAREA s'installent aussi bien à terre qu'en mer, sans obligation de bétonner le sol, sans obligation de viabiliser le terrain. Nous avons un système unique au monde de filtration des infections de l'eau avec le contrôle de qualité de la société Tronico-Vigicel qui contrôle la qualité de l'eau en métropole depuis 20 ans. Nous pourrions aménager tous les cordons lagunaires de l'Occitanie et nous pourrions aussi retirer ces farets pilotis à l'automne. Voilà. Et ça, pour le coup, je ne pourrais pas le faire seul, je ne peux le faire qu'avec une entité comme EA Eco Entreprise ou qui serait en contact directement avec les présidents. Voilà. Et un dernier élément, s'il vous plaît, très important. La réglementation qui produit parfois des contresens sur les travaux sous-marins a imposé des règles tellement strictes que les coûts des travaux, les factures, les devis sont tellement élevés que nombreux maires de communes de la côte ne respectent plus la loi et balancent des pneus pleins de béton pour maintenir les bouées de 300 mètres. Nous, FAREA, nous souhaitons accéder à ces petits travaux sous-marins à très peu coûteux pour les travaux que nous pourrions faire. Là encore, c'est du droit, c'est pour Monsieur Roche. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Sur les aménagements pour les cordons lagunaires, où vous précisez que vous avez la solution, mais qu'il faut faire le lien avec le territoire, on réfléchit avec, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut développer avec Valérie, ce qu'on appelle le mécanisme des enchères inversées. C'est-à-dire que, et ça rejoint aussi ce que disait Philippe, les territoires ont des problèmes, mais ils ne savent pas nécessairement qui est porteur de la solution. Et les entreprises ont des solutions, mais ne savent pas nécessairement quel territoire a le problème. Eh ben, dans le code de la commande publique le prévoit que les territoires peuvent pitcher, on dirait ça, comme des startups, pour présenter leurs problèmes devant des entreprises. D'accord ? C'est ce qu'on appelle, alors c'est pas le bon terme enchère inversée, mais au lieu d'attendre le cahier des charges et l'appel d'offres, on peut organiser ça dans une journée où les acteurs du territoire viennent présenter leurs problèmes et dans la salle, il y a les entreprises et on peut instaurer ce dialogue pour que les uns et les autres puissent s'enrichir. Et c'est important parce que le détail, les problèmes sont dans les détails. Ça permet aussi aux collectivités d'avoir des cahiers des charges de meilleure qualité. Parce que là, on est face à des problèmes nouveaux et c'est compliqué parfois pour elles, quand elles n'ont pas la maîtrise complète de ces questions, de rédiger des cahiers des charges pertinents qui permettent aux opérateurs économiques de répondre. Donc je pense qu'il faut favoriser, mais à grande échelle, là, peut-être en différents endroits en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce mécanisme d'enchère inversée. J'étais la semaine dernière à Marseille et justement, je discutais avec une des responsables du pôle mer. Eh bien, eux, ils sont confrontés à des espèces envahissantes sur le territoire. Ils doivent les enlever, les traiter, et ils n'ont pas la solution sur le traitement, par exemple. Ils peuvent se retrouver. Donc, je pense qu'il y a une partie de la solution qui est par là. Et j'ai appris lors de cette manifestation, vendredi, que l'herbier de Posidonie était un puits à carbone. Alors, j'ai compris que ça coûtait cher à replanter. Enfin, j'ai quand même entendu ça, on a dit, il faut apprécier. Est-ce que c'est la... Alors, non, mais je dis ça un peu de manière polémique. Ça coûte cher à replanter. Alors, est-ce que c'est par là qu'il faut aller? Et je peux chercher la réponse sur comment on peut récupérer la taxe carbone. Je ne veux pas faire une discussion. Oui. Mais nous, FAREA a vocation à créer le premier tourisme durable actif par des missions exaltantes sous-marines avec un scaphandre basse pression pour permettre aux touristes d'avoir un vrai plaisir dans le rôle de soin que l'on peut porter à l'écosystème. Donc nous, on ne va pas demander des subventions. Je ne parle pas de subventions. On fait payer nos clients pour vivre une expérience
Ouais. Mais nous avons besoin de récupérer les taxes carbone pour modéliser le financement, vous voyez, pour anticiper. Okay. Ouais. Bon, on va échanger par mail sur ce point. La posidonie qui coûte cher à replanter, d'où l'intérêt de ne pas la dégrader. Ah non, mais ça c'est sûr. Ça c'est comme l'énergie, hein. C'est la bonne énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Ça aurait un certain coût à planter et surtout ça pousse, ça met très longtemps à pousser d'après ce que j'ai compris. Mais bon, il n'y a pas la posidonie, il faudra en trouver une autre. Merci. Juste pour compléter ce que vient de dire Lionel sur l'initiative sur laquelle nous sommes en train de travailler chez EA, ce qu'on appelle donc les enchères inversées. Nous avons vu concrètement que cela fonctionnait puisque de fait, lors d'une mission sur les matières premières secondaires issues du plastique, nous avons travaillé précisément avec la métropole d'Aix-Marseille-Provence sur ce sujet, sur un marché à venir bien spécifique, et nous avons bien vu comment effectivement, en l'occurrence la métropole, pouvait retravailler, voire modifier, améliorer le cahier des charges prévisible dans les 2 prochaines années sur un marché spécifique, en conversant et en discutant avec les offreurs de solutions pour être sûr d'avoir un cahier des charges adapté. Et donc cet exercice-là que nous avons fait de manière tout à fait ponctuelle, nous souhaitons justement le proposer à plus grande échelle. C'est pour ça que nous y travaillons. Et le dupliquer, tout à fait. Nous avons vu tout l'intérêt que ça pouvait avoir. Oui. Alors, dans l'ordre, je vois qu'Elisabeth Vidal également avait souhaité intervenir. Donc, Elisabeth, bonjour, et je te passe la parole. Oui, bonjour, je suis Elisabeth Vidal, je suis directrice de l'Institut Carnot Eau et Environnement. J'avais une question pour Lionel. En fait, on est tous d'accord que, en fait, il faudrait pouvoir aborder les sujets de façon transversale pour, en fait, se concentrer sur les enjeux propres de chacun des territoires et arriver justement à se saisir de ces enjeux tout en répondant au contexte réglementaire qui s'impose. Mais en fait, la question que je me posais, c'est que même l'État, en fait, se fait ce constat et en fait a créé plusieurs dispositifs, outils pour justement aider à se saisir de ces objets de façon transversale. Et, notamment, je pense au contrat territorial de reliance et de transition écologique, je pense au plan territorial de gestion sur l'eau. Et en fait, je me demande dans quelle mesure en fait ça marche et dans quelle mesure on ne pourrait pas s'appuyer dessus, dans la mesure où ça repose sur des projets de territoire pour justement ensuite essayer et expérimenter des outils innovants et qui permettent de se saisir des objets de façon transversale. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que ce sont des outils qui sont utilisés et qui pourraient être utiles? Personnellement, j'ai pas sur le contrat de plan territorial, j'ai pas de retour. Enfin, je suis pas intervenu là-dessus, donc pour vous dire si ça marche ou si ça marche pas. Bon, d'abord, il faut que ces contrats ils soient conclus, donc je ne sais pas si c'est entre l'État ou des métropoles, mais bon, que ça soit ce dispositif ou d'autres, et en général, on manque rarement de dispositifs. On peut même dire, et comme ça a été dit tout à l'heure, on a aussi des tas de documents réglementaires ou de planification plutôt qui s'empilent les uns sur les autres. Et tout ça, ça renvoie à de la connaissance. Pour moi, vraiment, le problème, il n'est pas là. On dit souvent, il faut réinventer un truc, il faut faire un nouveau truc, il faut prendre une nouvelle loi. Tout ça, ça prend du temps. Et puis après, attention, quand vous avez une loi, il faut qu'elle se traduise dans les territoires et rebelote. Alors la loi, ça prend du temps à l'adopter et après, ça prend du temps à l'intégrer dans tous les dispositifs territoriaux. Et il faut voir que les collectivités locales croulent aujourd'hui sous les dispositifs. Donc à mon avis, la direction, c'est pas de continuer à charger la barque dans ce sens-là, mais c'est plutôt d'optimiser ce qu'on a déjà.
Oui, en fait, ces dispositifs, ils sont Et justement… là, et là, pour moi, j'en reviens à ce qu'on dit, mais c'est basique, c'est comment travailler ensemble pour optimiser ces dispositifs. Et le premier mur qui doit tomber, il est déjà en train de tomber, mais il faut aller jusqu'au bout, c'est qu'il n'y a pas d'un côté le secteur public et le secteur privé, avec parfois en se regardant de travers, parce que le secteur privé, c'est le monde de l'argent, doit faire des bénéfices, et le secteur public a d'autres contraintes et d'autres sujets. Non, on doit véritablement trouver cette manière de travailler ensemble dans le respect notamment de la commande publique, puisqu'elle est là et il ne s'agit pas de tordre le bras de la commande publique. Mais dans la commande publique aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut pour bosser. Le problème, c'est la bonne transformation, c'est le bon échange de l'information en amont. Quand on est sur des sujets basiques, les acheteurs publics n'ont pas de mal à déterminer leurs besoins. Quand on est sur des sujets innovants et transdisciplinaires, bah là, c'est compliqué pour eux. Et c'est là-dessus qu'il faut les aider. Alors, Quel en tout que cas, soit le support ou le modèle dans lequel on se trouve. Mais pour moi, là, en l'enjeu, il est fait, là. par exemple, les CRTE, c'est justement en fait des dispositifs, là, enfin, c'est des contrats entre les collectivités et l'État qui, en fait, sont et qui peuvent contenir de multiples signataires. Oui, avec des financements. C'est ça, Voilà. exactement. Et en fait, autour de… Enfin, voilà, ça peut… Enfin, il me semble que peut-être ça vaudrait le coup de regarder dans quelle mesure, en fait, on pourrait contribuer à inciter les collectivités à signer ce style de contrat où, en fait, l'objectif, c'est justement de simplifier. Enfin, alors, après, c'est peut-être un vœu pieux, mais en fait, l'objectif de ces contrats, c'était de simplifier, en fait, justement, l'accessibilité à des dispositifs par rapport à des enjeux de territoire priorisés par chacun des territoires, en fait. Dans un mode guichet unique, sans C'est doute. ça, en fait, c'était un peu l'objectif. Donc, ça force les collectivités signataires en fait, à construire un projet, et à établir des priorités. Et en ça, peut-être qu'après, derrière, on peut en fait regarder les choses de façon un peu plus transversale, expérimenter des outils. En fait, c'est la question que je me suis posée. Ça vaut peut-être le coup de jeter un œil. Merci, oui, de creuser. Ouais. Donc, on va le faire. Merci Elisabeth, on le fera. Oui, oui, tu as raison. Très bonne. Alors, je vois une autre remarque. question ça doit être Hélène Durand, sur la loi climat, sa traduction récente et tout. Bon, mais pas pour polémiquer, mais avec… Oui, pardon, je vous passe la parole. Pas pour polémiquer, c'était pour illustrer votre propos qui était tout à fait pertinent, de dire que le réglementaire ne suffit pas. Là, on est malheureusement face à un bel exemple. Ça rebondit aussi sur la remarque de Mme Renders. Oui, j'avais oublié, bien sûr, un des éléments essentiels, les sols. Les sols sont à l'origine de la prise en compte de la loi climat et résilience. C'était un des points qui, à suite de la loi biodiversité, a vraiment précipité. Et le décret, enfin certains l'ont lu, les fameux décrets qui viennent d'apparaître, montrent à quel point on a accouché d'une souris. Parce que justement, les modalités, la connaissance de ces sols n'était pas maîtrisée en France, premièrement. Ça faisait appel à une transversalité qui a fait peur, et puis il y a eu un lobbying à tous les échelons, il ne faut pas s'en cacher. Pour répondre à Madame Vidal, oui, les CRTE sont une formidable opportunité, et si vous le souhaitez, je pourrais vous mettre en relation avec un territoire qui n'est pas de la région PACA, qui porte ce type de dispositif, parce que c'est typiquement des éléments originaux qui dépassent le cadre réglementaire, qui permettent cette mise en cohérence. Et pour avoir porté, alors je vais juste vous donner un exemple très concret, on a porté ce sujet de la résilience territoriale par rapport aux aléas climatiques il y a 3 ans dans l'Aude. Nous avons mis en place un dispositif innovation sur des crédits innovation. Alors c'est région Occitanie. J'ai eu toutes les peines du monde. Alors ça coûtait 0 € pour les territoires, il faut aussi le préciser. Mais rien que le fait de travailler ensemble dans un dispositif ouvert où il n'y avait pas d'objectif précis en termes réglementaires, ça fait peur. Et après moult difficultés, nous avons réussi au sein de l'Alizé géomatique à mettre en lien et mettre autour de la table
une grosse Comcom, un département, le SMAR, donc un PTB, autour de cette problématique de résilience. Mais ça a été une énergie qu'on a dû déployer folle, il ne faut pas s'en cacher. Mais je pense que là, les choses changent, ne serait-ce que malheureusement par les observations que Philippe a bien rappelées. On est face au pied du mur, donc maintenant, on peut encore se voiler la face, mais peut-être pas pour longtemps. Donc, à votre écoute, et je reviendrai vers vous si j'ai vos coordonnées pour vous mettre en relation avec plaisir sur le CRTE. Merci pour ces compléments. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui n'apparaîtraient pas dans les messages, mais des participants qui souhaitent prendre la parole et s'exprimer? Sur les sols, Philippe Rossello, j'y reviens. Alors c'est vrai que les sols sont essentiels, hein. Ils représentent une zone tampon pour absorber au moins partiellement les inondations par exemple. Les sols stockent du carbone. La végétation qui est à la surface de ce sol séquestre du carbone. La biodiversité des sols est à préserver pour éviter leur appauvrissement, hein, tout simplement. Et quand on a un sol riche, on peut assurer une agriculture aussi de qualité. Voilà quelques exemples qui illustrent de cette importance des sols et de leur préservation. Et quand on parle de zéro artificialisation d'ici 2050, bien sûr, la question est centrale également. Et je peux vous dire que ça a fait déjà l'objet d'intenses lobbying dans le cadre de la loi, mais on va continuer, hein. On a vu qu'il y avait un calendrier qui était en place pour traduire ces objectifs et qui est ambitieux pour le coup, hein, dans les documents réglementaires, SCOT, PLUI et PLU. Mais je vous prends mon pari qu'après les élections, on aura un décalage de ce calendrier. Parce que les territoires, d'un côté, vont nous dire que c'est trop difficile à absorber dans le délai qui leur a été imposé. Et puis, il y a il y a des prises de position du monde de l'immobilier qui trouvent que c'est trop contraignant en l'état. Et en disant, on n'a pas, d'un côté, c'est très contraignant, de l'autre côté, on n'arrive pas assez à sortir de logement. Et enfin, on nous dit que le coût des logements n'arrête pas de monter et d'une certaine manière, la ZAN organise la rareté. Donc là aussi, il y a une solution à trouver à cette équation. Oui, alors effectivement, il y a d'autres décrets à sortir, mais il y a des décrets déjà importants qui sont sortis, notamment la territorialisation des objectifs dans le cadre de SRADET est sortie, la définition de l'articulation est sortie. Et évidemment, je suis tout à fait d'accord avec vous. De toute façon, on n'est qu'à une première loi qui est tout à fait imparfaite. Exactement. Et voilà, elle a eu peut-être le mérite, en tout cas, de faire bouger les marques et de faire hautement réagir avec l'absolue nécessité d'établir ce débat qui, pour l'instant, enfin, il n'y a pas eu vraiment de débat en tant que tel. Nous étions membres de la commission du CNIJ préalable. Et puis nous travaillons avec des instances nationales et la DGLN sur ces questions-là. Donc oui, la problématique ne vient juste que d'être effleurée et elle va être à nouveau remise à plusieurs plats. En fait, pour moi, la loi sur le climat, c'est comme la loi SRU de décembre 2000. Hein, ça fait 20 ans qu'elle est là et ça a été tout un combat pour la décliner à l'échelle des territoires avec de multiples révisions. Eh bien, pour la loi climat, on est parti sur le même, dans un contexte assez identique. La seule chose qui est différente, c'est qu'on a nettement moins de temps. Là, on n'aura pas 20 ans, mais à part ça. Oui, et les lois de la planification se sont révolutionnées. Ah, mais oui. Mais je dirais que, bon, au final, quand même, les lois de elle a le mérite d'être là. Il y a des décrets d'application, ça bouscule les pratiques, donc on finira bien par avancer. Et pour information, il y aura des grandes journées, des cycles sur Lausanne qui vont être en œuvre et que nous allons co-animer avec le CNFPT, avec avec le DIFTI, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Écoute, merci beaucoup Hélène. On le voit, hein, nous sommes on va dire, un panel d'acteurs nécessairement engagés dans ce combat qui est le nôtre aujourd'hui.
Donc, je laisserai Lionel, peut-être s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, conclure cette matinée. Mais d'ores et déjà, je souhaitais vous dire que, donc, vous l'avez compris, donc vraiment l'angle et l'objectif d'EA, c'est de sensibiliser le plus grand nombre des acteurs en région à cette urgence climatique, bien évidemment pour derrière engager des actions concrètes, donc c'est notre objectif chez Eco-Entreprise. Et je voulais aussi vous annoncer que bien évidemment en concertation et en co-organisation avec le GREC Sud, nous allons continuer à déployer des webinaires qui vont présenter les résultats du GREC Sud sur différentes thématiques, avec prochainement la possibilité de travailler avec le pôle mer, plus spécifiquement sur cette problématique d'élévation du niveau de la mer, donc en organisant une session spécifique sur le sujet. Là encore, de manière à la fois à sensibiliser, mais également à trouver et à présenter des solutions qui pourraient être mises en œuvre sur nos territoires. Voilà, donc nos équipes sont en phase de travail pour préparer ce webinaire. Encore un grand merci au GREC Sud pour tous ces travaux. Et je pense que voilà, nos échanges vont merci être de l'invitation. Merci de l'invitation. Non, c'était un plaisir de travailler avec vous. Je pense que cette manifestation, c'est la première, mais ça ne sera pas la dernière parce qu'elle a montré justement tout l'intérêt de l'exercice, à la fois par la qualité du contenu que vous nous avez présenté, mais on voit l'appétence de tous les participants à cette thématique. Donc je pense que le rôle d'EA Eco-Entreprise, c'est que quand on a trouvé quelque chose qui correspond à un besoin, et notamment vous êtes une ressource en termes d'information, notre travail, c'est de travailler d'arrache-pied pour promouvoir cette ressource et réunir tous les acteurs. Donc on l'a fait aujourd'hui. Et notre ambition, c'est de le répéter et de le répéter et de le décliner à toutes les échelles possibles pour que ça produise de véritables effets. Et puis, je pense en parallèle de pousser très fort ce système d'enchères inversées. Et en fait, tout ce qui tourne à comment mieux travailler ensemble, alors même que les défis sont plus complexes, tout en étant tout aussi urgents. Merci à toutes et à tous, et je remercie toute l'équipe d'ERA et Eco-Entreprise, et tout particulièrement Valérie et Charlotte, qui nous ont permis d'organiser ce premier webinaire qui, j'espère, sera le premier d'une longue série. Bonne journée à toutes et à toutes. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.